Du Mali en troisième journée du groupe D à Kigali. Le second match opposera l'Ouganda au Zimbabwe en simultané au stade Rubavu de Gisenyi. Désignation des DEMCO à la tête de la médiation du dialogue inclusif convoqué par le chef de l'État. La nouvelle société civile monte au créneau pour demander la révision de cette décision de la commission de l'UA. La NNCC évoque la violation des principes de la charte de l'Union africaine. 8e réunion extraordinaire du Conseil des ministres. 28 mesures urgentes ont été adoptées en vue d'accroître les recettes publiques et la résilience de l'économie nationale. Des mesures prises suite à la chute vertigineuse des prix de matières premières. Par ces mesures, notamment la lutte sans concession contre la fraude fiscale, douanière, la maximisation des ressources internes et externes par la mobilisation de l'épargne intérieure privée, la poursuite de l'installation des compteurs à prépaiement par la SNEL pour les recouvrements des factures de consommation d'énergie électrique, etc. Le gouvernement congolais vise à éradiquer les tracasseries, la fuite des capitaux et la disparition des plutôt des ressources du Trésor et attirer les capitaux en RDC grâce à la normalisation des rapports d'investissement dans un climat des affaires serein, rationaliser la gestion du portefeuille de l'État, résorber le chômage, relancer le secteur du tourisme, notamment longtemps sujet de controverses. Les statistiques sur les violences sexuelles commises en RDC ne cessent d'alimenter les débats. La représentante spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles et recrutement d'enfants dans des groupes vient de lancer un atelier qui réunit plusieurs partenaires. Ensemble, ils vont réfléchir sur la mise sur pied d'une bande de données plus fiable sur les chiffres. Les statistiques sur les violences sexuelles commises en République démocratique du Congo continuent à faire large débat tant au niveau national qu'international. Des chiffres livrés à l'échelle internationale qui peuvent être toutefois relativisés. Et pour couper court, le gouvernement congolais tient à apporter des précisions. Voilà qui justifie l'ouverture de cet atelier à Kinshasa, atelier qui devra aboutir à la mise sur pied d'une banque de données fiable. C'est un exercice capital car il offre à la RDC la possibilité de disposer de données fiables, régulièrement mises à jour sur cette question, par l'outil que la nation ou l'État congolais a désigné, qui est l'Institut national des statistiques. Par ailleurs, il pourra permettre de mieux aider à la conception de politiques et de programmes structurels de long terme en vue d'aider les victimes et facilitera probablement une meilleure coordination nationale, tout en rendant efficace le suivi ainsi que l'évaluation de l'impact des projets ou des programmes d'assistance aux victimes. Le Fonds des Nations Unies pour la population tient aussi à apporter sa pierre. Son représentant présent à l'ouverture a toutefois salué les efforts déjà entrepris par la République démocratique du Congo. J'aimerais aussi saluer le progrès réalisé contre les violences sexuelles ici en RDC, notamment la création d'un cadre juridique contre les violences sexuelles. Il fait allusion précisément aux lois contre les violences sexuelles de juillet 2006. Depuis 2009, le gouvernement de la RDC a mis en place la politique nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Une des composantes de cette politique, c'est les données et la cartographie. Voilà qui devra permettre de livrer des statistiques fiables sur les violences sexuelles commises en RDC, qui constitue également le cheval de bataille du gouvernement congolais. Le record quinois en matière de violences sexuelles, les habitants semblent conscients de l'augmentation de chiffres en ce qui concerne les abus sexuels sur la jeune fille. Nombreux se sont exprimés devant nos caméras en évoquant les moyens permettant à la femme de stopper ces indices. C'est connu de tout le monde, c'est une affaire de tout le monde. Il y a un problème d'emploi. L'Afrique ne sait pas comment créer les emplois et donner aux jeunes. Les filles doivent savoir s'habiller. Parce qu'un oncle ou un cousin, c'est un homme. Et lorsque la fille expose ses cuisses ou ses seins, ces parties-là intimes attirent quand même l'oncle.
Et c'est peut-être ce qui est à la base de ce que vous appelez violence sexuelle. Pour éviter les cas de violence domestique, les filles et femmes devraient s'habiller décemment par respect envers leurs oncles et cousins. Et il y a des filles qui prennent la boisson de façon exagérée, qui leur conduisent à faire n'importe quoi. Il y a l'accoutrement, l'échange de culture. Une femme doit être assez forte, battante, malgré qu'elle a été violée ou autre, qu'elle soit à mesure de défendre ses valeurs, de dire à haute voix que nous ne voulons plus le viol et que ça soit comme ça un message dirigé par toutes les femmes et tout, qui ont été violées ou non, pour sensibiliser toutes ces femmes-là et trouver une solution. Parlons à présent de cette correspondance de la société civile congolaise adressée à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Lamidi Nkosazana Zuma. Le dit document fait état d'une transgression de la charte de l'Union africaine en RDC, selon le coordonnateur de la NCSCC, Jonas Chombela. Cette situation est jugée inopportune pour la tenue d'un dialogue, d'où cet appel à la révision de la décision portant sur la désignation d'Edem Kodjo comme facilitateur à ce rendez-vous convoqué par Joseph Kabila. On l'écoute. Cette lettre ouverte que nous avons publiée ce matin, nous sommes en train de chercher à rappeler au leadership de l'Union africaine, incarné par Mme Zuma, le principe de base qui fonde l'organisation de l'unité africaine. Je prends un exemple. La charte africaine consacre le respect des droits de l'homme et le principe démocratique. La charte africaine consacre l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution des partis-États et aux principes clés des partis-États. La promotion du système de gouvernance représentatif, la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, la participation effective des citoyens au processus électoral et de développement, et aussi le rejet des changements anticonstitutionnels. Tous ces principes sont menacés dans notre société. Le dialogue n'est pas le moyen parce que ce n'est pas le cadre approprié, ce n'est pas prévu par la Constitution. La Constitution prévoit la solution à tous ces problèmes qui sont en train de nous arriver. Lorsque vous parlez de difficultés que nous avons, ce sont des difficultés artificielles créées de toutes pièces, des difficultés à cause de l'inadvertance, parce que normalement le gouvernement sait prévoir. Nous sommes d'avis que la situation n'est pas totalement perdue. Il est toujours possible de rattraper le temps perdu. Voilà pourquoi nous lançons un appel pressant à son autorité afin qu'il soit tenu compte des sacro-saints principes contenus dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. L'on a comptabilisé 15 ans hier depuis que Joseph Kabila a prêté serment devant la Cour suprême de justice en qualité de président de la République. 15 ans après, le bilan est dressé par des acteurs politiques tant de la majorité que de l'opposition. Et comme il faut s'y attendre, les pro-Kabila saluent ce parcours éloquent. C'est le cas d'Emmanuel Shadari, mais à l'opposition, c'est le flou et un espoir perdu. Suivons tour à tour Emmanuel Shadari et Franck Diongo. C'est un bilan positif parce qu'il a amené le pays, comme je l'ai dit, il a amené la paix au pays, il a réunifié le pays, il a instauré l'autorité de l'État dans le pays, il a démocratisé le pays, notamment avec les élections pluralistes et multipartistes, mais également nous sentons de plus en plus qu'on observe la liberté d'opinion, les libertés publiques sont observées et même la liberté de presse qui est là. Je crois que il est en train d'installer, comme je l'ai dit, un état de droit pendant peu de temps. C'est un phénomène politique. M. Kabila n'a pas résolu le problème de l'Indien de l'emploi parce que plus de 85% des jeunes manquent de l'emploi, que ce soit les jeunes diplômés ou ceux qui n'ont pas étudié. Un pays n'a pas d'avenir si sa jeunesse ne trouve pas de l'emploi. Quant à l'éducation, le système éducatif congolais n'a pas trouvé d'amélioration. Les diplômes du Congo ne sont pas reconnus dans les universités du monde. Donc, nous avons un système éducatif périmé, inadapté
aux réalités du pays. Sur le plan budgétaire, c'est encore un espoir déçu. Le Congo ne peut pas décoller avec les petits budgets de 6 milliards, 9 milliards, 8 milliards, avec 60% de financement extérieur. Le Grand Congo a besoin d'un budget minimum 50 milliards par an. En économie, plusieurs partenaires économiques venus d'Europe et des pays d'Afrique prennent part aux côtés de leurs homologues congolais à la première édition de Kinshasa International Forum, une rencontre d'échanges économiques et d'affaires organisée par un organisme belge, Africa Rice, afin d'inciter le monde des affaires à tirer profit des opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en vue de faciliter son émergence économique à l'horizon 2030. Les performances qu'enregistre la République démocratique du Congo dans le secteur économique continuent d'attirer les investisseurs en vue de booster son économie et de faciliter l'inclusion financière. La première édition de Kinshasa Forum International veut à tout prix stimuler l'apport étranger dans l'édification de l'économie congolaise, socle du développement du pays. C'est vraiment d'essayer de construire ici en RDC à Kinshasa une plateforme internationale et incontournable de contacts d'affaires et de contacts B2B, de manière à ce qu'il y ait des partenariats qui puissent se créer ici et pourquoi pas, et c'est vraiment le but aussi, c'est que des partenaires congolais puissent transférer de la technologie ici dans ce pays. Et donc c'est vraiment cela que offre comme opportunité ce forum B2B international, le KINFOR, une vitrine économique pour la RDC. Cette rencontre riche en opportunités d'affaires s'ouvre au moment où le pays est en quête de sa croissance d'ici à l'horizon 2030. Voilà une vitrine qui permet de faire valoir les potentialités que regorge le pays de Kabila pour attirer les investisseurs à y placer leurs capitaux au profit du boom économique congolais. Oui, le rêve congolais est aussi et surtout de transformer ces fabuleuses ressources naturelles et ces immenses potentialités économiques en services modernes et florissants, accessibles au plus grand nombre pour le progrès et la dignité pour tous. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que le thème du forum, à savoir l'émergence de la RD Congo par l'entrepreneuriat et la responsabilité sociétale des entreprises, est tout à fait approprié. Et pour utiliser le terme en vogue en RDC, ce thème du premier forum de KINFOR est un thème intelligent. Ce projet bénéfique pour le peuple congolais est une initiative de Africa Rice, organisme belge qui entend faciliter des contacts entre les entrepreneurs européens, africains et congolais en vue de participer à l'émergence économique et sociale de la République démocratique du Congo. Lancement hier à Sultani Hotel de l'atelier de formulation d'une stratégie de développement sobre en carbone. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la conception des mesures nationales d'atténuation de gaz à effet de serre, NAMA. Il s'agit là d'un projet de la Direction de développement durable du ministère de l'Environnement. Il s'agit de la formulation pour chaque secteur de la vie nationale des indicateurs à intégrer dans la gouvernance économique qui tiendraient compte de l'équilibre et de la conservation de la nature. Les participants vont amorcer des réflexions nécessaires et sectorielles dans le but d'accompagner la RDC dans ses engagements pris à Paris, ceux de réduire à 17% ses émissions de gaz à effet de serre dans les domaines notamment de l'agriculture et de l'énergie. La planification pour que le pays fasse une transition vers l'utilisation des énergies renouvelables. Et cette stratégie-là va s'appeler stratégie de développement sobre en carbone. Cette stratégie fera partie du plan national stratégique de développement qui lui-même va préparer l'émergence économique de la RDC à l'horizon 2030. L'atelier va élargir également la réflexion dans les domaines des transports, bâtiments, forêts, aménagement du territoire et affaires foncières, aussi bien la gestion et le recyclage des déchets. Ces secteurs clés où la contribution de la République démocratique du Congo est attendue dans le cadre des efforts communs et universels de lutte contre la dégradation de la nature et le changement climatique. Nous devons aussi, dans nos projets,
commencer à engager la recherche et le développement pour que nous ayons nos propres technologies qui vont nous aider donc à aller dans ce sens-là. Donc c'est un travail de longue haleine qu'on commence aujourd'hui. RDC, deuxième poumon forestier mondial et bassin hydraulique, envisage de capitaliser ses potentiels environnementaux à travers ses acteurs impliqués, institutions publiques et privées, aussi la société civile, en vue de préparer des projets de développement durable inscrits dans l'accord de Paris qui prend aussi en compte la réduction de la pauvreté des pays sous-équipés. Parlons santé à présent. L'une des causes de nombreux cas de décès en RDC est le paludisme. L'un des moyens pour éviter d'attraper cette dernière est de dormir sous des moustiquaires. Plusieurs campagnes sur le bien fondé de son utilisation ont été menées à travers le pays. Pourtant, certains qui nous semblent indifférents quant à son utilisation. Je vous propose de suivre cet élément. Le paludisme tue des milliers de personnes chaque année en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 180 000 personnes meurent chaque année de cette maladie. Les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Des enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire et des femmes enceintes qui sont victimes d'avortements, des fausses couches et parfois les enfants naissent avec un faible poids. Pour prévenir toutes ces complications, il est recommandé, en plus de bien entretenir son environnement, de dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée. Il faut toujours éviter de désabroussailler plutôt les alentours de la maison, éviter de l'eau stagnante. Vous creusez un trou comme ça, vous jetez tous les boîtes de conserve et puis vous utilisez les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Chose qui n'est pas facile pour certaines femmes enceintes. J'ai abandonné la moustiquaire à cause de la chaleur dans nos maisons, mais je prends le médicament de la malaria. Selon l'UNICEF, 50% de consultations et d'admission des enfants à l'hôpital est due au paludisme. Elle est également l'une des causes de l'absentéisme scolaire. Du côté des parents, les points de vue sont plutôt nuancés. D'autres reconnaissent les avantages de la moustiquaire, certains autres n'en accordent aucune importance. Je n'aime pas la moustiquaire, mais quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Je préfère dormir sous la moustiquaire pour éviter le moustique, car la malaria tue surtout les enfants. Je protège mes enfants contre la malaria avec la moustiquaire et j'assure la propriété de ma maison. En République démocratique du Congo, plusieurs structures luttent contre le paludisme en donnant des moustiquaires aux zones de santé. Des moustiquaires qui sont distribués gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an. Hélas, ces moustiquaires sont vendus dans la rue, ce qui est le contraire de la vision des partenaires évoluant dans le secteur de la santé. Rendons au Nord Kivu pour dire que des criminels qui répondent déjà de leurs actes, ce sont les 4 présumés criminels accusés de kidnapping, de meurtre et tant d'autres qui ont été présentés mardi à la presse par le colonel Van Kasongo, commissaire provincial de la police Nord Kivu. À d'intérim, ce dernier en appelle à la collaboration de la population pour arrêter ces fléaux d'insécurité au Nord Kivu. Ces 4 présumés criminels, avec 3 cas différents, ont été présentés à la presse par le colonel Van Kasongo, patron ad intérim de la police Nord Kivu, au cours de la parade qu'il a personnellement animée lundi à l'inspection provinciale de la police. Les 2 premiers, dont Bahati Alain et Kassere Katsongo, se font passer dans la ville comme des officiers de la police et de l'armée. Le 3e, qui se nomme Mabingwa Patrice, a tué dimanche dans la soirée sa propre femme par étranglement. Quant au 4e, Rachidi Alain, lui a été arrêté lundi dans la matinée en pleine action de kidnapping d'une jeune femme qu'il voulait amener au Rwanda et demander après une rançon. Pour le colonel Van Kasongo, pour que la stabilité règne au Nord Kivu, il faut le concours de tout un chacun. Le commissaire provincial a toujours demandé à cette population de nous informer de tout ce qui se passe dans leur quartier,
de nous apporter les informations et que ces informations seront transformées en action. Voilà ce que je peux dire à la population. De continuer à avoir confiance à sa police. C'est une police qui travaille parce que la population est là. Sans la population, la police n'aura pas son sens. Parlons sport à présent. Plus qu'un ticket pour la dernière nation à se qualifier pour le quart de finale CHAN Rwanda 2016 dans le groupe D. Les Chipolopolo Boys de la Zambie sont mathématiquement qualifiés avec 6 points au compteur. La deuxième place restante sera attribuée soit au Mali, soit à l'Ouganda. CAN Handball Égypte 2016, les Léopards Handball Monsieur de la RDC sont qualifiés pour le quart de finale. Ils ont aligné 3 victoires en phase de groupe contre le Congo-Brazza, 30-29, contre la Libye, 20-19 et contre le Kenya, 35-30. La prochaine rencontre de quart de finale opposera les Fennecs d'Algérie aux Léopards de la RDC. Parlons culture pour finir. Au-delà d'être un simple gestuel rythmé, la danse est aussi un moyen de communication. Ceux qui s'adonnent y trouvent un bon moyen de communiquer. Cas de Patrick Anjabou, danseur contemporain. Vous allez le voir dans ce reportage. Ce dernier s'est inspiré du quotidien des Quinois. Expression faciale lançant ici un regard exprimant un désir. Celui de pouvoir transformer le monde. Ici, dans ce spectacle dénommé Qui n'a jamais désiré, les artistes expriment par le gestuel du corps le désir de l'âme. Un projet mis sur pied dont l'historique remonte à une conversation entre 2 internautes qui se posent une question, celle de savoir comment changer le monde. Comment marquer son présent et mieux vivre son futur. Le projet, pourquoi il est travaillé ici à Kinshasa, c'est parce que tout simplement, j'ai eu une conversation avec un jeune sur les réseaux sociaux Facebook qui me posait la question que là où moi j'étais, c'était bien parce que j'étais en Europe. C'était une question de savoir pourquoi lui se disait qu'ici, qu'il n'était pas bien. Et je continue à me poser des questions de comment je peux inventer un présent ici à Kinshasa. Et d'où Qui n'a jamais désiré. Languissant de paix, de bonheur, les artistes n'ont trouvé d'autres moyens de s'exprimer. Mais ce désir n'est pas que le leur, aussi estime-t-il celui de toute une population. Qui n'a jamais désiré désir n'est pas une thématique pour moi seulement, mais il était question d'un processus du travail. Alors dans ce processus du travail, à un moment nous sommes allés dans la ville, nous sommes allés dans des rues de Kinshasa, nous avons vu comment est-ce que ça vit. Et quelquefois, on revient qu'à ça. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà ici un moyen silencieux, criant, gestuel pour exprimer un désir. Chacun à sa manière pouvant le faire, et ces danseurs ont eux choisi leur moyen, la danse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.